Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affaire dans l'affaire, une heure de décryptage de l'actualité judiciaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, une heure que nous allons avoir le bonheur de partager avec Jean-Marie Bordry, la Bonjour voix mon des cher matinales. Stéphane. Et oui, et Jade Serrano également, journaliste spécialiste d'investigation. Bonjour Jade. Bonjour Stéphane. Nous accueillons ensemble aujourd'hui Harold Cobert, écrivain, romancier et auteur d'un livre formidable que je vous recommande, qui vient de sortir, qui s'appelle Le procès Mein Kampf aux éditions Escale. Ensemble, nous allons remonter le temps aujourd'hui et vous parler d'un procès qui aurait pu changer la face du monde. Ce procès a eu lieu à Paris en 1934. Il s'agit du procès du nom du livre, Le procès Mein Kampf. Vous connaissez, c'est le livre Mein Kampf, vous connaissez, c'est le livre programme écrit par Adolf Hitler quand il est en prison, où il expose sa vision pour le Reich. À l'intérieur de ce pavé, sa vision pour le Reich, mais aussi pour l'avenir de l'Europe et l'exposé de sa haine des Juifs. Ce livre a été publié en 1925 en Allemagne, mais curieusement, jusqu'en 1934, il n'est pas traduit ni publié, alors qu'il renseigne sur les destins funestes du Führer. Et en 1934, ce n'est plus le livre d'un illuminé en détention, mais c'est le livre-programme du nouveau chancelier arrivé au pouvoir il y a quelques mois. Ce livre, Adolf Hitler ne souhaite pas le voir publié en France, car il redoute que cela éveille les politiques sur ses funestes intentions, et il a besoin de gagner du temps pour réarmer son pays. Quelques hommes courageux venus de tous les bords politiques vont décider de passer outre la volonté du dictateur et publier une version clandestine mais intégrale de Mein Kampf. Adolf Hitler entre dans une colère noire, il veut à tout prix faire interdire ce livre, et il va s'appuyer sur le droit français pour y parvenir. C'est cet incroyable procès que vous racontez à Harold Cobert. On va y venir dans un instant, mais on pourra même se demander si 90 ans plus tard, si les tribunaux avaient débouté Hitler de ses revendications, est-ce que la France et ses alliés auraient connu le même sort? Est-ce qu'on aurait pu contrecarrer les desseins terribles du Führer? On va se poser toutes ces questions dans un instant. Quelles leçons tirer du procès Mein Kampf, et surtout quelle résonance ce procès a aujourd'hui? Nous allons en parler, mais tout de suite, je vous propose de revenir sur les faits. Nous sommes le 17 février 1934. Le journal Le Petit Parisien vient d'arriver à l'ambassade d'Allemagne et passe de main en main. Un entrefilet non signé en page 3 a mis le personnel diplomatique sur le qui-vive. Le voici. Les nouvelles éditions latines, passant outre l'interdiction de l'auteur, publient une traduction intégrale et très soignée du livre Mein Kampf. Il est écrit dans le journal que ce livre est extrêmement révélateur de la psychologie de Hitler, de ses conceptions politiques et ses visées en politique extérieure. Il est encore écrit par le Petit Parisien: il est bon que la Bible du Troisième Reich devienne accessible à tout Français soucieux d'être renseigné sur la personnalité, les tendances et les intentions du Führer. Mais l'article rappelle aussi l'opposition d'Adolf Hitler à toute édition française de Mein Kampf. Un télégramme est écrit et expédié le jour même à 13h15 à Berlin. À la chancellerie allemande, toute une mécanique se met en place. Le Führer est très mal pris les choses. Des ordres clairs ont été donnés, un budget a été alloué pour financer la riposte. Max Ammann et son responsable juridique, Rolf Reinhardt, seront envoyés à Paris. Max Ammann est un ami intime de Hitler. Il a participé au putsch de 1923 et a été emprisonné à Landsberg, comme le Führer. Depuis, il est devenu directeur des éditions Heer et il est aux commandes de l'organe de presse du parti nazi. Et après 1933, il est d'un des acteurs centraux de la propagande allemande en tant que président de la chambre de la presse du Reich. C'est que l'affaire est très sérieuse. Depuis des semaines, des mois, Hitler s'ingénue à donner des entrevues à la presse française où le chancelier se veut rassurant, aussi rassurant que souriant, quant à l'amitié qu'il porte à la France et le grand dessein qu'il a pour la paix entre les deux peuples. Cette publication de Mein Kampf tombe mal, pourrait tout ruiner, Hitler le sait.
Le chancelier vient de donner notamment une grande interview qui fait la une du journal Le Matin. Hitler, il disait justement sur les rapports entre la France et l'Allemagne, la question n'est pas ce que j'ai pu écrire à l'emporte-pièce dans Mein Kampf, mais de quelle manière réaliser un véritable rapprochement entre pays voisins et égaux en droit. Je suis prêt à tout entendre, à tout comprendre, à tout entreprendre. Et quel crédit accorder au sourire de M. Hitler, ce chancelier qui quitte dans le même temps la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, et la Conférence de Genève, et qui a écrit les pires horreurs dans son journal de combat. Mein Kampf, le livre-programme qu'Hitler a écrit en prison en 1923 et en 1924, ce pavé au style lourd éclaire sur sa vision de l'avenir parfaitement. Mein Kampf a été publié en 1925 en Allemagne, mais n'est toujours pas traduit en France. Le 17 février 1934, les nazis sont donc informés du coup de force des nouvelles éditions latines. Cet éditeur est dirigé par un certain Fernand Sorlo, qui revendique de publier une contrefaçon manifeste. Nous avons pensé qu'il était d'intérêt national de passer outre le refus d'Adolf Hitler de laisser publier Mein Kampf en français, quelles que puissent être pour nous-mêmes les conséquences de notre initiative. Nous publions donc sous notre entière responsabilité la traduction complète de l'ouvrage doctrinal de Hitler. Sorlo n'ignore rien et il ignore notamment rien de ce qu'il fait. Il viole la violation du droit d'auteur. Et c'est une contrefaçon manifeste qui constitue à la fois un délit pénal et une faute civile. Fernand Sorlo est un personnage d'ailleurs curieux. L'homme s'inscrit dans la mouvance d'une droite radical. Il présente publiquement son putsch éditorial comme un acte de pur patriotisme. Mais la véritable signification de son geste est plus équivoque. C'est un éditeur qui ne regarde pas trop la couleur de l'argent. Dans le catalogue d'ailleurs des nouvelles éditions latines, on trouve des livres de tous bords, comme s'il publiait poison et contre-poison. C'est un éditeur rusé qui aime l'argent. L'éditeur s'est appuyé par ailleurs sur des personnalités de tous horizons aussi qui veulent tous, au nom de l'intérêt supérieur de la France, voir Mein Kampf publié pour alerter l'opinion et infléchir la politique de la République vers plus de fermeté avec le nouveau maître de Berlin. Il y a parmi eux le plus brillant des avocats de l'époque, Philippe Lamour, mais aussi des militaires anciens de Verdun, traumatisés par la Première Guerre, comme le général Lacaze, qui s'inquiète du réarmement possible de l'Allemagne, des royalistes de l'Action française, qui considèrent que le nazisme n'est plus socialiste que nationaliste, un traducteur patriote juif qui s'est illustré par sa bravoure pendant la Première Guerre mondiale, Maurice Vanikoff est aussi de l'équipée, et le président de la LICA, l'ancêtre de la LICRA, Bernard Lecache. La Ligue internationale contre l'antisémitisme a d'ailleurs préacheté 5000 exemplaires à l'éditeur et a donc rendu ainsi l'opération possible pour ce petit éditeur aux reins fragiles. C'est un drôle d'attelage donc qui compose ce coup d'État éditorial. Hitler, lui, ne veut pas subir la pression de l'opinion publique française ou anglaise et rester maître de son calendrier. Immédiatement, il demande donc à l'ambassade d'Allemagne et à Otto Betz de faire pression sur le gouvernement français qui est fragilisé déjà par l'affaire Stravinsky et ne saura rien refuser au nouveau chancelier. Mais le Führer agit aussi discrètement en donnant l'ordre de faire un procès commercial à l'éditeur sur la base du droit d'auteur bafoué. Le débat devient public et certains journalistes, prêts déjà à revêtir l'uniforme nazi, reprochent à l'éditeur Sorlo d'une part une parution inutile, car même si elle apporte des révélations, les idées maîtresses de Mein Kampf sont déjà connues, ce qui n'est évidemment pas le cas pour l'écrasante majorité des Français, et par ailleurs reprochent à l'éditeur de ne pas voir que l'accession au pouvoir de Hitler l'a adouci. Une pensée écrite des années auparavant ne correspond plus à l'humeur du moment du nouveau chancelier. C'est une grave erreur, répond Sorlo. Non, Hitler ne s'est pas assagi et l'avenir lui donnera raison.
Le 5 mars 1934, le premier acte de procédure est pratiqué. Il s'agit d'une saisine pour contrefaçon de tous les ouvrages fabriqués sans le consentement de l'ayant droit. Le commissaire de police du quartier Odéon s'en charge. Mais le résultat de la saisie est bien modeste. Seulement 28 livres sont placés sous scellé. Tous les livres ont déjà été écoulés. Pour discréditer l'entreprise de l'éditeur Sorlo, les avocats d'Hitler rappellent l'attachement de la France aux droits d'auteur et le respect des conventions internationales en la matière. Comble de l'ironie, les avocats d'Hitler n'hésitent pas à évoquer le traité de Versailles de 1919, qui n'est plus un instrument d'un honteux avilissement du peuple allemand, mais qui fonde sur l'article 286 du traité pour rappeler le rétablissement au profit des Allemands de la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886. Et c'est de là que Hitler tient son droit pour revendiquer son assimilation en France aux auteurs français. Et le droit, effectivement, plaide en sa faveur. Le droit d'auteur est sacré en France. Mais le droit doit-il être respecté à la lettre en toutes circonstances? La justice française ne pourrait-elle pas rappeler aussi au chancelier ce qu'il dit lui-même dans ses discours? Le droit, c'est ce qui sert le peuple. L'injustice, c'est ce qui lui porte préjudice. Pour gagner du temps, les avocats de la défense tentent d'obtenir un report de l'audience. Mais le président du tribunal de commerce, Maurice Piketty, refuse. Qu'à cela ne tienne, Philippe Lamour trouve un nouvel argument à faire valoir. Il fait remarquer que Hitler n'apparaît pas directement dans la procédure. Le chancelier se fait représenter par son éditeur. Lui-même est épaulé par un bataillon de conseil. Ils sont nombreux donc à représenter l'auteur, mais ce dernier n'est pas là. C'est le défaut de qualité à agir qui est opposé aux Allemands. Lamour rappelle que nul ne plaide par procureur. C'est un principe de droit. Il conteste le fait qu'Eher, l'éditeur d'Hitler, n'ait jamais reçu la propriété littéraire de Hitler. Ce n'est qu'un faux-né du dictateur. L'argument fait mouche. À Berlin, le Führer est contraint de confirmer par écrit qu'il a cédé les droits à son éditeur et envoyé en urgence ce document à Paris. Et le juge finit par confirmer que les demandes de l'éditeur allemand sont donc bien fondées. En vérité, il est fort peu probable qu'Hitler ait cédé à l'éditeur ses droits de traduction. Peut-être a-t-il cédé ses droits pour imprimer le livre en Allemagne, mais il paraît improbable qu'il ait abandonné à quiconque le soin de décider à sa place des zones géographiques dans lesquelles sa pensée serait dévoilée. Nouvelle bataille perdue donc pour Lamour et Sarlo. Mais la guerre juridique n'est pas finie. Un autre argument va agiter le prétoire. Cela tient en une question subtile. Qu'est-ce que Mein Kampf ? Les nazis soutiennent qu'il s'agit d'une œuvre personnelle pour prétendre à la protection du droit d'auteur. Mais l'éditeur Sorlo et son conseil, Philippe Lamour, soutiennent qu'il s'agit en fait d'un programme politique, donc libre de droit. Et c'est là qu'un tournant se joue. Le tribunal de la Seine ne va pas saisir l'occasion malheureusement de jouer contre Hitler. En refusant de voir le caractère politique et programmatique, le tribunal va sceller le sort du procès. Le pays de Victor Hugo va refuser de réduire Mein Kampf à un manifeste politique. Selon lui, l'ouvrage témoigne tout de même d'un effort de création. Eher, l'éditeur et complice d'Hitler, l'emporte donc. Le 18 juin 1934, le jugement est rendu et condamne Sorlo pour contrefaçon. Mais, en rendant son jugement le 18 juin 1934, le tribunal va se montrer néanmoins clément pour l'éditeur français. Certes, il condamne l'éditeur pour contrefaçon, mais il réduit les demandes d'indemnité. Plutôt qu'une astreinte de 1000 francs par livre contrefait, le tribunal annonce une astreinte de 100 francs. Et pour le préjudice moral, le tribunal décide de n'accorder que le franc symbolique. Hitler l'emporte donc sur le principe, parce que la contrefaçon est reconnue, mais ce jugement ménage la chèvre et le chou. D'ailleurs, personne ne va faire appel. Pour Sorlo, la condamnation au franc symbolique pourrait être révisée et la condamnation plus lourde. L'éditeur d'Hitler, lui, ne veut pas faire appel, ayant gagné. Restent des questions. La justice a été utilisée par l'Allemagne à des fins peu reluisantes. Hitler a montré comment retourner la liberté comme un gant pour contrôler la lecture de son programme politique. Et le tribunal ne l'aura pas empêché. Adolf Hitler s'est employé à retourner le droit contre l'état de droit lui-même. Le Führer aura brandi le droit pour ruser.
avoir le temps de réarmer l'Allemagne et exiger bientôt la restriction des libertés publiques partout en Europe. Et ce n'est que le début. Bientôt, Hitler se retrouvera maître du destin tragique de l'Europe. 6 millions de Juifs vont périr. Et le bilan total entre civils et militaires fait état de 50 à 60 millions de morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tout cela ne valait pas une petite entorse au droit d'auteur ? La Seconde Guerre mondiale aurait-elle pu être évitée ? Qui sont ceux qui ont décidé de défier le dictateur ? Quel a été le rôle de la presse à l'époque ? L'affaire dans l'affaire revient tout de suite sur Sud Radio avec notre invité Harold Cobert. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles avec Jean-Marie Bordry. Avec plaisir, Stéphane Simon. Jade Serrano est avec nous, bonjour à tous les deux. Et avec nous aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Harold Cobert, auteur du livre Le procès Mein Kampf aux éditions Les Escales. Nous parlons aujourd'hui d'un procès oublié, un procès pourtant qui a une importance incroyable. Et au regard de ce qui allait advenir, évidemment, c'est celui de Mein Kampf. En résumé, nous sommes en 1934. Hitler va s'opposer à la publication de son livre-programme, son propre livre. Il ne veut pas que son propre livre soit publié en France, certainement pas en intégralité. Et évidemment, on comprend pourquoi. En le lisant, Mein Kampf dévoile tous les destins funestes que le chancelier Adolf Hitler a pour l'Europe et en particulier pour les Juifs. Alors, il faut quand même revenir un instant sur le contenu de ce livre, Mein Kampf, et puis sur le contenu de votre livre, le procès Mein Kampf. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en publiant votre livre, vous me disiez hors antenne que parfois, le simple fait de mettre Mein Kampf peut poser un problème. Oui, ça a posé un problème sur certaines plateformes de vente en ligne où ils ont cru que peut-être vous rééditiez Mein Kampf. Refaisais ce que faisait Hitler, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est plutôt un livre à charge contre lui et contre son livre à lui. Mais donc, il n'y avait que le format Kindle qui était possible. Ils ont peut-être peur qu'après le livre se répande en papier comme une espèce de peste brune. Et il y a en tout cas une enseigne en France qui ne veut pas le mettre en rayon parce qu'il y a le mot Mein Kampf dedans. Or, je veux dire, je ne fais pas l'apologie de Mein Kampf, loin de là. Loin s'en faut. D'ailleurs, il faut dire que vous racontez, mais de façon assez factuelle, c'est palpitant d'ailleurs, hein, vous racontez vraiment les choses de façon chronologique. Ce procès nous tient en haleine. Et évidemment, ça part de la base, c'est-à-dire la publication de Mein Kampf, dont je rappelle qu'il est écrit en prison par Adolf Hitler en 1923 et 1924 et publié en Allemagne en 1925. Simplement, le contenu est fou. Le contenu est fou et il faut en dire un mot. On comprend dans Mein Kampf la haine qu'il a contre les démocrates, la haine des hommes de couleur, des tziganes, des bolcheviks, des communistes, des francs-maçons, des pacifistes, des handicapés et bien sûr des juifs. Alors, Hitler déteste à peu près tout le monde à part une certaine race aryenne. Vous venez de donner une date très importante. Je trouve qu'il est toujours bon de le rappeler. 1925-2025. Ça fait un siècle que Mein Kampf est paru. Et c'est intéressant à plusieurs titres, notamment parce que lundi dernier, nous fêtions les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Il y a 20 ans qui séparent ces deux événements. Mein Kampf est l'ouvrage qui permet d'aller jusqu'à Auschwitz. Et ce procès se situe pile en plein milieu. 10 ans. Je pense que c'est intéressant de voir que si on veut comprendre d'où vient Auschwitz et éviter que ça se répercute, de revenir à l'origine du mal qui est ce texte-là. Et voilà. cette pensée Alors ce texte, on y lit des choses qui sont abominables, évidemment, sur les juifs. Bon, on va s'en dispenser. Mais le mot juif est celui qui revient le plus souvent dans le livre, trahissant évidemment d'une véritable obsession. C'est tout le temps associé à la notion de parasite, d'infection, de tuberculose, de peste noire. Le juif est à l'origine de tous les maux, quoi. Ouais, pour lui, voilà, les juifs sont l'origine du mal. Ouais. Alors, ce livre, eh bien, évidemment, on comprend aussi en le lisant, ce livre Mein Kampf, que le premier des pays à abattre, c'est la France. Oui, la France est le mot français, et le mot qui revient en rang 2 après les Juifs. Et on sait très bien qu'Hitler n'a pas digéré ni la défaite, ni le traité de Versailles, qui a d'ailleurs humilié tout un peuple, et qu'il a promis qu'un jour l'Allemagne prendrait sa revanche. On y lit
notamment, on rassemblera toute notre énergie pour une explication définitive avec la France. C'est alors seulement qu'on pourra mettre un terme à la lutte interminable qui nous oppose à la France, mais à condition que l'Allemagne ne voie dans l'anéantissement de la France qu'un moyen de donner enfin à notre peuple toute l'extension dont il est capable. Alors en lisant ces lignes, on comprend que 10 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on comprend que quelques Français, dont on va revenir sur qui sont-ils dans un instant, mais on comprend que ces Français comprennent que il faut publier ce livre pour que tout le monde réagisse finalement. Ces Français-là se disent, tiens, c'est étrange, Hitler est au pouvoir, qui est-il vraiment? En même temps, on commence à parler du parti nazi depuis les années 1929. Avec la crise, ils ont commencé à avoir une grande audience en Allemagne, et puis Hitler devient chancelier, donc on se dit, quelle est son idée? Et tiens, Hitler a écrit un livre. Allons voir donc dedans, sachant que la presse allemande ne cesse de dire, si vous voulez savoir ce que Hitler va faire, lisez Mein Kampf. Le parti nazi a un grand intérêt à ce que le livre se vende, parce que ça remplit les caisses du parti, etc. etc. Hitler s'achète comme ça, d'ailleurs, son fameux nid d'aigle grâce au droit d'auteur, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'entre 1925 et 1933, le livre se vend un coup 8 000, un coup 12 000, un coup 15 000, ce qui sont déjà des ventes très très intéressantes pour cette époque-là, mais en 1933, c'est plus de 900 000 exemplaires d'un coup. Au moment où on parle, il a vendu 1 million d'exemplaires. Oui, déjà. Exactement. Donc c'est quand même colossal. Donc ils disent, il serait intéressant qu'on s'y penche. Ils mettent le nez dedans et ils se disent que entre ce que Hitler n'arrête pas de dire sur la scène internationale, qui est « mais je veux la paix avec la France, soyons amis, je me bats, je vous tends la main, pourquoi ne la prenez donc pas ?» Eh bien, ils se disent « il y a quelque chose qui ne va pas, Hitler nous ment ». Avec un paradoxe encore plus fort et qui est flagrant quand on regarde l'histoire a posteriori, c'est que le réarmement allemand commence extrêmement vite. Et donc là, on est en 1934. Un an plus tard, l'Angleterre signe un traité avec l'Allemagne dans le dos de la France sans qu'elle soit consultée, qui permet d'augmenter le tonnage de la marine allemande au mépris de tous les traités internationaux. Et le reste du réarmement va suivre à l'encan sans que ça ne pose de problème et que ça ne détonne avec le discours public du Führer. Oui, tout à fait. Tout le monde laisse faire. On le sait. En fait, l'esprit munichois ne commence pas à Munich, il commence bien avant. Déjà là, il est en germe, parce que tout le monde a peur. Personne ne veut voir. C'est ce qu'on appelle l'autruche, quoi. On se met la tête dans le sable pour ne rien voir. Hitler, il a changé. Il a écrit ça en prison. Il était plus jeune, plus énervé. Il est plus vieux. Maintenant, il a des responsabilités. Il va se calmer. Alors, dans un instant, on va se demander si l'issue de ce procès, s'il avait été différente, aurait pu changer les plans de Hitler. Dans un instant, la suite donc du procès Mein Kampf. On va regarder qui étaient aussi ces hommes qui ont décidé de s'opposer à Hitler en 1934. Et puis, on va se demander pourquoi si peu de gens ont eu la curiosité de lire Mein Kampf. C'est tout de suite avec notre invité sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi sur Sud Radio pour regarder l'actualité judiciaire à la loupe, même si aujourd'hui nous remontons dans le temps justement. Un rendez-vous en partenariat avec la revue Affaires criminelles, en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours avec plaisir. Et de la journaliste d'investigation Jade Serrano. Bonjour Stéphane. Notre invité aujourd'hui est Harold Cobert, auteur du livre Le procès Mein Kampf aux éditions Les Escales, que je vous recommande. On parle aujourd'hui archives judiciaires, on parle d'un procès oublié, un procès pourtant très important, un procès que le chancelier Adolf Hitler, via son éditeur, va faire à un autre éditeur français, celui-là, Fernand Sorlot, qui a pris l'initiative de publier contre son gré le livre Mein Kampf, traduit intégralement en français, tout cela pour alerter l'opinion publique des desseins terribles d'Adolf Hitler. Et alors Hitler s'y oppose catégoriquement, car on l'a vu, il ne souhaite pas que soient dévoilées ses arrière-pensées sur la France, sur les Juifs, et ils vont invoquer le respect du droit d'auteur pour interdire et faire saisir les exemplaires déjà imprimés. Hitler, au pays de la protection littéraire, va obtenir d'ailleurs gain de cause, n'est-ce pas ? Mais ces Français qui ont décidé de défier Hitler et de publier cette édition pirate de Mein Kampf, qui sont-ils, Harold Cobert ? Alors c'est un attelage un petit peu étrange. Ça commence avec des anciens combattants qui sont plutôt d'obédience action française, certains antisémites, et qui se disent, et qui ont une germanophobie, qui ont une sacrée dent contre l'Allemagne post-1870 et 1914,
Et ils disent, bon, Hitler nous ment, il faut qu'on fasse traduire ce livre-là parce que personne ne voit le mal qui vient. Problème, c'est que leur idée aussi, c'est de faire publier ce livre et de l'envoyer à tous les leaders d'influence, les hommes politiques, les sénateurs, les journalistes, des prêtres, des universitaires, pour qu'ils puissent en faire le relais dans l'opinion publique pour alerter. Sauf que, en faisant cela, il faut trouver un éditeur qui publie à perte. Donc, ils vont trouver tout de même effectivement Fernand Sorleau qui leur dit « Oui, très bien, mais je ne suis pas philanthrope ». Et à partir de là, il faut trouver de l'argent pour financer ces 5000 exemplaires qui sont à publier. Et là, dans le réseau des vieux, des anciens combattants, ils vont trouver Maurice Vanikoff, qui est très important, personnage très important, même dans l'histoire de France, en fait, qui fait partie de ces très très grands oubliés, qui est un juif immigré russe qui s'est engagé volontairement dans la guerre de 1914 et qui, depuis la fin du conflit, se bat pour la reconnaissance de l'apport du peuple juif à la victoire de 1914. Il a d'ailleurs créé un organe de presse qui s'appelle le Volontaire juif. Et dans ses connaissances et amis, il y a Bernard Lecage qui vient de fonder la LICA, donc l'ancêtre de la LICRA. On rappelle que c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme à l'époque. Oui. D'ailleurs, c'est incroyable de voir ces gens-là arriver autour de ce combat pour l'apparition de ce livre à faire cause commune avec des membres de l'Action française, dont un paquet sont antisémites. Je crois que Lecage n'était pas tout à fait d'accord. Puis après, il a compris que les enjeux étaient beaucoup plus grands. Et très, très étrangement, je pense qu'on pourrait même se dire qu'en vrai, les militaires sont patriotes, défendent la France, mais... Les juifs défendent aussi la France. Pourquoi? Parce que d'où vient cette fameuse expression « heureux comme un juif en France » ? Ça vient de la Révolution française qui a été... Nous avons été le premier pays à faire des juifs des citoyens comme les autres. C'est-à-dire que nous avons donné aux juifs le droit à l'indifférence, qui est quand même quelque chose... Le droit à l'indifférence est sans doute le plus beau de tous les droits, ne pas être accusé de quoi que ce soit ou dégradé pour ce que l'on est. Et là, il y a quand même quelque chose qui, moi, me fait sourire aujourd'hui. Les deux hommes qui ont vraiment pesé dans la balance pour cela, c'est Mirabeau et Robespierre. Certaines personnes citent Robespierre à tour de bras, en ayant tout de même des attitudes un peu antisémites. Peut-être devrait-il se poser des questions. On cite moins Mirabeau, d'ailleurs, c'est moins à la mode aujourd'hui. C'est bien dommage. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cet avocat incroyable qui s'appelle Philippe Lamour, qui est une jeune star de l'époque. C'est lui qui va défendre cet éditeur français, Sorleau, des nouvelles éditions latines. Je le dis, c'est l'avocat le plus brillant de l'époque, mais il faut savoir qu'au début, il n'a pas envie de se mêler de cette affaire, et même mieux que ça, il serait plutôt enclin, lui, parce qu'il a un plan de carrière, il serait plutôt enclin à défendre Hitler au début. Défendre Hitler, peut-être pas, parce qu'il aime beaucoup la France, et on sait que depuis le début, il se méfie de Hitler. Simplement, il pense que ce n'est pas son combat. Il me semble qu'il ne prend pas Hitler au sérieux. Il est un peu comme tous les Français, au fond, ils disent, bon, Hitler a écrit ça sans doute, en plus, il n'a pas lu Mein Kampf, mais maintenant, la réalité du pouvoir va nécessairement le transformer. Et puis, comme c'est un jeune avocat, brillant, il a sa carrière, il pense d'abord à lui. Et puis, quand il découvre vraiment le fond de cette affaire-là, le danger que ça représente, il se dit que peu importe sa propre carrière, que c'est aussi l'affaire d'une vie, qui peut peut-être se battre pour quelque chose de plus grand que lui. Et donc, au mépris de son perdre d'ailleurs. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il va au procès en sachant très bien que le droit d'auteur est très protégé, enfin les auteurs sont très protégés en France, et qu'il va vraisemblablement, la justice va laisser la force au droit, entre guillemets, et donc il va vraisemblablement perdre. Donc il sait qu'il y va, mais il y va courageusement, et puis il est malin, il a des stratégies quand même pour faire avancer sa cause. Il a des stratégies pour essayer de faire durer le procès le plus longtemps possible, pour éventuellement en plus, parce que là, ils ne sont que au tribunal de commerce. Parce que Hitler, comme vous l'avez très bien dit, passe par la voie commerciale, par la voie de la contrefaçon, parce que il ne se voit pas du tout attaquer en son nom propre, et surtout parce que s'il fait ça, il est au pénal, il doit être présent. Et un chancelier allemand ne va quand même pas s'abaisser au rang du commun des mortels, c'est quand même Adolf Hitler. Donc il passe par cette voie-là, mais Philippe Lamour espère pouvoir faire requalifier cette affaire-là pour aller au pénal et lui donner encore plus de voix et de lumière. Mais malheureusement, il échoue à cela. Mais il va se battre jusqu'au bout, et il se dit aussi que parfois, pour pouvoir gagner, ce qu'il y a à
gagner, c'est la prise de conscience et que ça vaut bien une petite défaite judiciaire et une entorse à son grand succès. Et c'est exactement d'ailleurs la stratégie qu'avait employée Hitler lors de son procès à la suite de sa tentative de putsch, c'est-à-dire que c'est son procès dont il avait fait une tribune qui avait permis de gagner la sympathie de beaucoup d'Allemands. Mais quel est le retentissement dans l'opinion publique française de ce procès Mein Kampf à ce moment-là, puisqu'on parle de prise de conscience, mais combien d'oreilles ça touche? Malheureusement, très peu, je crois. Mais le procès, on en parle beaucoup. La presse en fait l'écho énormément. D'abord parce qu'effectivement, ça parle de Adolf Hitler et parce que effectivement, Philippe Lamour est vraiment devenu une star du barreau, notamment depuis qu'il a fait un procès retentissant contre le grand avocat Henri Thorez, qui est donc à l'origine avec Bernard Lecage de la création de la LICA. Mais on voit que c'est une superstar, que c'est un jeune homme très très doué et qui sait très. Et puis il avait été l'avocat de Seznec aussi. On disait de lui que c'était le nouveau Zola. Ouais. Donc il a une notoriété énorme qu'il met au service de cette cause-là. Malheureusement, il y avait déjà un esprit qui était capitulaire, on ne voulait pas voir, on espérait que la paix dure finalement, que la raison l'emporte. D'ailleurs, à ce titre, le jugement de Piketty, il y a une phrase très très belle dedans. C'est le président du tribunal de la Seine, pardon. Ouais. Qui explique, il dit, dans un pays civilisé, une phrase commence comme ça. On ne peut pas donc aller contre le droit. Et c'est tout le problème entre nous, et puis l'Angleterre et d'autres, où nous sommes des vraies démocraties à cette époque-là, et où Hitler est en train de mettre en place un État racial barbare. Donc, est-ce que le fait d'être civilisé tient compte? C'est ça l'incroyable leçon de ce procès aussi, c'est que Hitler, à longueur de discours, dit que finalement le droit, c'est le service du peuple, et que tout ce qui va contre les intérêts du peuple, eh bien, c'est injuste. Et donc, c'est cet homme-là qui se sert du droit en France pour, lui, empêcher la parution de Mein Kampf. C'est quand même une ironie incroyable. Et éradiquer un peuple entier, en plus. Mais est-ce qu'on peut dire, à la lecture de votre livre, que, si entre guillemets, le droit avait été un petit peu moins respecté, le cours de l'histoire aurait peut-être changé? Le cours de l'histoire, peut-être pas, parce qu'il me semble que malheureusement, cet esprit jusque-boutiste dans le pacifisme, dans la volonté que la paix perdure, aurait laissé à Hitler le temps d'eux, mais malgré tout, si effectivement, le juge Piketty avait laissé libre. On est quand même en 1934, je le rappelle. Il va commencer à réarmer progressivement, mais on n'est pas en 39. On lui laisse 4 ans. Si on avait, dès le départ, pris la mesure du danger que représentait Hitler, la France aurait pu commencer à se réarmer. Je rappelle que la France commence à se réarmer simplement avec le Front populaire. Avec le Front populaire, mais ça pose beaucoup de problèmes parce que vous avez aussi une réorganisation des usines avec la semaine de 40 heures, donc on perdra beaucoup de temps. Dans les faits, la défaite de la France est complètement improbable quand on regarde le point d'où on part et le point où on arrive, mais il se trouve malgré tout que vous avez une espèce d'enchaînement implacable qui fait qu'on aurait eu beaucoup de mal à l'empêcher. Alors dans votre livre, ce qui est merveilleux aussi, c'est que c'est une fresque de l'époque évidemment, et on croise le personnel politique de l'époque, vous les faites parler, c'est bien mené tout ça, et ils veulent tous le minimum d'emmerde. On est dans le pas de vaguisme avant l'heure, si j'ose dire. Déjà oui, parce qu'ils se disent non, on ne veut pas énerver Hitler, il faut absolument trouver une solution, ça n'est pas possible. En plus, il nous dit qu'il veut faire la paix, donc non. Il faut absolument que tout ça s'aplanisse et s'oublie, si possible. Mais pourtant, les discours du Führer, ils ont un certain retentissement en France. Oui, mais j'ai l'impression que personne ne voit la décorrélation entre ce qu'il ose dire sur la scène internationale et tous les discours il se demande si ce n'est pas juste quelque chose pour électriser son peuple ou quoi. Et puis il y a un autre phénomène dont on ne parle pas, il y a ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est traumatisé. Vous avez la crise économique et chaque famille de France est endeuillée. Chaque famille. Vous le voyez sur les monuments aux morts, 20 ans avant, par la guerre, on n'a pas envie que ça recommence. Alors dans un instant, on va parler un peu de ces gens, des partisans de Maurras, ces royalistes qui vont s'opposer à Hitler. C'est très inattendu ça, très très inattendu, mais ça me fait penser à l'équipage, les premiers équipages de gens qui partiront avec le général de Gaulle. On a a posteriori réécrit un peu l'histoire en disant que les militants communistes étaient rentrés en résistance tôt, mais c'est pas vrai. C'est les premiers à résister. Ce sont les gens de l'Action française. On va voir qu'ils ont eu un rôle important dans cet attelage pour faire sortir, malgré l'opposition d'Hitler, ce livre. On va parler
parler évidemment d'un autre livre qui est sorti un peu plus tard, Hitler m'a dit. Et dans un instant, donc vous avez compris, on parle du procès Mein Kampf qui aurait pu changer quand même la face du monde. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, en compagnie de Jean-Marie Bordry et de la journaliste enquêtrice Jade Serrano. Rebonjour à tous. Rebonjour. Notre invité aujourd'hui est Harold Cobert, auteur du livre Le procès Mein Kampf aux éditions Les Escales, un procès qui a eu lieu à Paris en 1934, mais que nous avons évidemment oublié. Et pourtant, c'est un procès qui aurait pu, je le disais, changer peut-être le cours de l'histoire si on avait pris au sérieux l'initiative de ces Français qui ont voulu, contre la volonté d'Hitler, c'est quand même dans l'histoire assez rare de voir un auteur s'opposer à la parution de son propre livre. De mémoire, mais c'est peut-être que je me trompe, je crois que c'est le premier cas. Je crois qu'il y en a eu un autre, mais c'est le premier cas historiquement que... Et on rappelle que Adolf Hitler ne veut surtout pas qu'on publie Mein Kampf en France parce que, évidemment, à l'intérieur, il y a tous ces projets d'abord contre les Juifs, évidemment, dont on sent la haine au fil des pages, et évidemment aussi son grand projet qui est aussi d'en finir aussi avec la France. Oui. Donc on comprend pourquoi il s'acharne et il s'appuie sur le droit français parce qu'il a trouvé ça dans le droit commercial avec son éditeur pour empêcher la parution de ce livre. Alors on le disait, c'est un drôle d'équipage qui va passer outre la volonté du Führer et qui va publier l'édition intégrale. Ce qui est amusant, c'est qu'ils font traduire, y compris les pages les plus lointaines de l'intérêt des Français et les pages les plus lourdes. Ils font vraiment un travail d'exactitude pour sortir ce livre afin d'être absolument irréprochable. Hein. Ah oui, tout à fait. Et même le tribunal, dans sa décision, note que la fiabilité de la traduction ne peut être mise en cause. Ils ont vraiment traduit avec l'un des deux traducteurs, André Calmette, est un polytechnicien, germaniste distingué, et il est vraiment ultra calé, quoi. Et il le traduit très bien. Et le but du jeu, c'est que les Français aient accès à l'intégralité du texte qui leur a été refusé, notamment et surtout par son auteur jusqu'alors. Alors, dans cette équipée, il y a ce fameux avocat Philippe Lamour, qui est la jeune star du barreau à l'époque, mais il y a aussi des partisans de Maurras. Et là, évidemment, on a peine à y croire. Des royalistes qui s'opposent à Hitler, quand on sait plus tard que Charles Maurras va soutenir Pétain, c'est assez inattendu, mais ça fait écho quand même, je le disais il y a quelques instants, à ceux qui sont partis avec le général de Gaulle. Il y a eu une résistance très précoce chez les royalistes contre Hitler. Oui, parce qu'ils sont nationalistes et patriotes, donc ils ont tout de suite voulu se dresser contre l'Hitler. Et anti-allemand souvent à l'époque. Et puis énormément anti-allemand. Ça aide à l'époque. Et d'ailleurs, il y a dans plusieurs textes, malheureusement son nom m'échappe, mais il est raconté que lorsque certains d'entre eux arrivaient sur le tarmac à Londres, la première question que le général de Gaulle posait, c'était « Avez-vous lu Mein Kampf ?» Et les gens disaient souvent non. Ils disaient « Il va falloir commencer par ça pour comprendre qui est notre adversaire. » Mais en tout cas, c'est intéressant parce que vous racontez bien ces personnages et on s'aperçoit que l'histoire, c'est tout le contraire de la vision manichéenne de l'histoire. Il n'y a pas d'un côté le camp du bien et de l'autre côté le camp du mal. C'est plus compliqué que ça. Et parfois, il y a des gens de tous les camps qui ont la même cause commune. Oui, des deux côtés d'ailleurs. Ouais. Après, ils ont la même cause commune, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes motivations pour pouvoir servir cette cause. Mais ce qui est très 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 intéressant, c'est que quand on compare à l'époque actuelle, aujourd'hui on cherche toujours le plus grand diviseur commun, histoire qu'on se tape tous dessus tout le temps, au lieu de chercher notre plus petit dénominateur commun. Et David Couby, un jeune avocat français aussi brillant, dont on se souvient dans l'affaire Kerviel, et qui a un petit côté Philippe Lamour d'ailleurs par son insolence au sens français du terme, avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Une contestation française, et il avait cette théorie-là que plutôt que de vouloir toujours chercher tout ce qui nous rassemble, on devrait s'allier sur nos contestations compatibles, disait-il. C'est-à-dire être d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et que peut-être ça pourrait nous aider à avancer dans le bon sens. Alors vous parlez de cet avocat Philippe Lamour et de son pendant aujourd'hui David Couby. Il y a une question que l'avocat Philippe Lamour pose au tribunal et au président Piketty dans votre livre, c'est est-ce qu'il n'y a pas au-dessus du droit positif un droit naturel qui pourrait s'imposer
quand le droit positif finalement échoue à accomplir ce qui est juste? C'est toute la question de la tragédie d'Antigone qui veut enterrer son frère, mais son frère a bafoué les lois alors que quand même son autre frère, etc. Et qui revendique un droit naturel non écrit par rapport au droit dit positif, qui est donc le droit écrit. Mais ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que jusqu'à quel point les normes juridiques peuvent être décorrélées des mœurs, et souvent on a du mal à comprendre, il me semble, les décisions judiciaires, parce que nous, simples citoyens, nous jugeons toujours en morale, voire lorsque nous ne sommes pas très très en forme, en moraline, tandis que la justice, elle juge en droit. C'est pas la même chose. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, à un moment ou un autre, plaider la liberté d'informer, tout simplement? Un journal hostile à Hitler ou au nazisme aurait pu publier les bonnes feuilles d'autorité d'un livre en expliquant « Nous devons vous informer, vous lecteurs, de ce que nous réserve le Mais il aurait fallu que ce soit un journal qui le fasse, mais dans ces conditions, oui, peut-être. Même d'incitation à la haine aussi. Mais je pense qu'à cette époque, nous aurons manqué d'un Georges Clémenceau qui l'eût sans doute fait, lui. Ouais, mais à cette époque-là, il ne semble pas qu'il y ait de personnalité ni politique ni journalistique de cette envergure. Alors on découvre dans votre livre que le tribunal de la Seine, c'est pas le tribunal de l'histoire, donc ce sont quand même des juges qui sont un peu sous influence. Ils rencontrent le personnel politique, ils rencontrent aussi Philippe Lamour. Enfin, ça tripatouille pas mal quand même l'époque. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit très différent aujourd'hui entre vous et moi. Pour revenir précisément à notre ami David Kubi, il me semble que certains juges du parquet financier pendant l'affaire Kerviel ont pu peut-être recevoir quelques pressions de notre classe politique. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de parallèles et de passerelles entre cette époque et l'époque que l'on traverse. C'est vrai. Et oui, et notamment dans l'instabilité politique, parce que ce qui était caractéristique de cette époque-là, la Troisième République, c'était cette instabilité gouvernementale permanente avec laquelle nous avons hélas renoué depuis un certain temps. Et puis il y avait cet antisémitisme admis, c'est-à-dire qu'on pouvait se dire humaniste mais anti-juif. Ouais. Tout ça, c'était tout à fait normal. Avant de donner la parole à Jade Serrano qui va nous parler d'un autre livre qui a tiré la sonnette d'alarme à l'époque, qui s'appelle Hitler m'a dit, qui a eu un certain retentissement quand même, je voudrais qu'on dise un mot sur Mein Kampf, parce que à l'époque, en 1934, il y a déjà 1 million d'exemplaires qui se sont écoulés. Vous rappeliez que les Allemands achètent ça à tour de bras pour savoir ce qu'on leur réserve. Mais aujourd'hui encore, Mein Kampf se vend. Et se vend pas petitement. Non. Et en plus, en vrai, Mein Kampf n'a jamais été interdit en France. Tout le monde pense que c'était un livre qui était interdit, ça n'a jamais été interdit. Mais c'est-à-dire, vous rappelez qu'en 1936, Fayard a récupéré les droits, je crois. Oui, Hitler a autorisé une traduction officielle en 1936, qui a été publiée en 1938. Le texte est passé de Mon combat à Ma doctrine et a été diminué de moitié. Ah oui. Parce que Hitler, dans les 14 droits de traduction qu'il avait cédés en 1933, sauf à la France, il retranchait en fonction du pays où il publiait, ce qui pouvait éventuellement donner trop la puce à l'oreille sur ses ambitions internationales. Mais en revanche, Mein Kampf, Hitler est mort, mais pas son livre. Il a continué de vivre très, très, très longtemps. Et il a une double fonction, aujourd'hui, qui est très, très étonnante. C'est d'abord le viatique idéal pour toutes sortes de haines. Il suffit de changer le mot juif par le mot que l'on veut pour souhaite, désigner à la vindicte une minorité. Mais l'un des endroits où il est le plus vendu, c'est en Turquie, au Pakistan, etc. Donc c'est aussi l'une des meilleures boussoles. En Palestine aussi, paraît-il, dans les territoires palestiniens. Exactement. Mais pourquoi ? Mais parce que je sais que, on sait peu en vrai, on croit que tous les nazis sont partis en Amérique du Sud. Une grande partie sont partis dans les pays arabes. Et sous Nasser, l'un de ses conseillers spéciaux était un ancien dignitaire nazi dont le premier acte a été de publier Mein Kampf en arabe. Oui. Et parce que le problème... Aujourd'hui, je sais qu'en 2004, ça a été republié en Turquie, et la première année, chez les 18-30 ans, il y a eu 50 000 exemplaires de vendus. Et c'est considérable. Antoine Wittkin, qui avait fait un excellent documentaire sur le sujet qui s'appelait Mein Kampf, s'était écrit. Interviewer certains de ces jeunes qui avaient lu et aimé ce livre-là, et leur réponse était « Hitler a tout compris du problème juif ». Et vous avez eu le même phénomène avec le protocole des sages de Sion qui a été republié à peu près partout dans le monde alors que c'était un faux antisémite. Et les protocoles des sages de Sion qui sont dans la charte du Hamas. Il faudrait quand même que l'on s'interroge aussi sur cela. Alors, Jade Serrano, il y a un autre livre qui a alerté à l'époque, ça s'appelle Hitler m'a dit. Hitler m'a dit, écrit par Hermann Röchning en 1934.
pardon, publié à Paris, puisque qui est Hermann Röschning, c'est un homme politique et un écrivain, homme politique qui faisait partie du parti socialiste, donc du parti nazi créé par Hitler de 1932 à 1934. En 1934, il se porte dissident et devient exilé politique aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en France. Et c'est en décembre 1939 qu'il décide d'écrire et de publier Hitler m'a dit. Ce seraient des confidences que le Führer lui aurait fait sur notamment ses desseins macabres à l'égard de la population chrétienne et non pas juive. On a énormément jeté le discrédit sur cet ouvrage, jusque dans les années 70, où tous les historiens se sont accordés pour dire que non, Hermann Röschning n'avait jamais rencontré Hitler directement, il l'avait vu à 4 reprises lors de réunions, d'assemblées, mais qu'il ne s'était jamais rencontré en face à face. Bon, ça raconte un peu finalement, mais c'est en 1939, c'est un peu plus tard. L'argument des historiens, il peut être contrecarré, et se dire, lors des assemblées, peut-être que Hitler a parlé de projets concernant la chrétienté et son envie d'en découdre. Il est vrai que ces biographes s'accordent sur un point, Hitler rejette le catholicisme. Il croit en un Dieu unique, il appelle la Providence, bon voilà, c'est son délire. Mais il est plutôt païen. Il est plutôt païen, mais surtout, n'oublions pas que après les Juifs, l'Holocauste concernait la population tziganes, éminemment chrétienne. Absolument. Alors, merci de nous avoir rappelé cette autre actualité éditoriale. Harold Cobert, le procès Mein Kampf. Je rappelle que c'est publié aux Escales. C'est un excellent ouvrage qui raconte vraiment, je dirais, au fil des jours, ce procès incroyable qui aurait pu quand même permettre d'alerter l'opinion si le tribunal n'avait pas finalement donné raison à l'éditeur d'Hitler et décidé que l'on saisisse tous les exemplaires de Mein Kampf à l'époque. Et alors curieusement, mais très brièvement, ce tribunal de Seine va rendre un jugement, mais vraiment mi-chèvre, mi-chou. C'est vraiment... Mi-chèvre, mi-chou, mais on peut d'ailleurs le comprendre comme si la justice française disait « Ok, nous sommes un pays civilisé, nous respectons le droit, en plus nous sommes le pays du droit d'auteur, c'est nous, mais nous ne sommes pas dupes, monsieur Hitler. » Absolument. Merci Harold d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir reçu. Merci Jade Serrano. Juste un mot pour dire que ce débat philosophique, on l'a eu aussi. Est-ce qu'un État civilisé doit se battre avec les armes du droit ou non contre une dictature ou la barbarie? On a eu le même débat après les actes terroristes lorsqu'il s'est agi ou non de remettre en cause l'état de droit. C'est exactement les mêmes débats et les mêmes termes. C'était un débat passionnant. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est Alain Marty, changement de paysage qui nous amène sur les routes des vins de France. Oui, notre patrimoine viticole, et lui, pour le coup, on l'aura toujours. Et à consommer avec modération. Bien sûr. Toujours. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.